Olivier Babot. Bonjour. Vous êtes universitaire, enseignant, consultant et essayiste. Vous êtes également le président de l'Institut Sapiens, que vous avez cofondé avec Laurent Alexandre et Dominique Calmels. C'est un think tank, d'après Wikipédia, qui réfléchit aux nouvelles conditions d'une prospérité partagée à l'ère numérique, avec pour objectif d'éclairer le débat économique et social français et européen. Tout un programme. Vous avez écrit de nombreux livres. Et le dernier vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel, pardon, La tyrannie du divertissement. Alors, je vous propose dans cette interview de balayer les différents sujets qui ont trait aux révolutions technologiques et ce qu'elles changent pour l'humanité. Et pour commencer, alors, pensez-vous, comme c'est le titre de notre ouvrage coécrit avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, que nous vivons actuellement la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité? Oui, c'était ma conviction au moment de la fondation de l'Institut Sapiens il y a 6 ans. Et en fait, les événements depuis 6 ans ne font que confirmer, peut-être jour après jour, cette idée qui n'était peut-être pas partagée à l'époque, qui l'est peut-être de plus en plus, qui est que nous vivons un moment charnière extrêmement important, euh, qui nous ouvre sur plein d'incertitudes, parce que charnière, de quoi nous le savons, mais vers quoi nous ne sommes pas tout à fait sûrs. En fait, c'est une grande partie de la question. Une partie de la question aussi, c'est celle de la vitesse, hein, du rythme. Ce qui est assez troublant, c'est que les prédictions, peut-être moyennes, ou même d'ailleurs les plus inquiètes d'il y a 6 ans, ont été déjouées. Finalement, ça va plutôt plus vite qu'on ne le pensait. C'est presque une mauvaise surprise parce que le rythme est très important. Il conditionne la capacité à digérer un petit peu les innovations. On n'arrive Donc pas à suivre. l'extrême rapidité de ce à quoi on est en train d'assister n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que, évidemment, on va recevoir ça avec beaucoup plus de désordre. Mais en tout cas, c'est certain, moi je suis persuadé qu'on vit probablement, au moment charnière le plus incroyable de l'humanité, parce que tout ce qui s'est passé autrefois, il y a eu des choses très profondes, mais parfois elles ont pris plusieurs millénaires en réalité. Alors que là, nous allons pouvoir assister à l'échelle d'une génération. Autrefois, on disait ça sera un problème pour nos enfants. Maintenant, c'est un problème pour nous, tout de suite, sans doute après pour nos enfants et ceux d'après. Nous sommes en train d'assister au changement radical des conditions d'existence de l'homme sur Terre. Et je ne parle pas que du climat, là. Voilà, je parle plutôt de ses relations avec la machine, de façon générale. Alors, vous parlez de vitesse et effectivement, alors on a eu l'iPhone il y a 15 ans, hein, qui a changé beaucoup de choses. Mais là, en novembre 2022, ChatGPT d'OpenAI est ouvert au grand public et connaît en fait la croissance la plus rapide de tous les temps, en atteignant 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en à peine 2 mois. Et avec ChatGPT d'OpenAI, on a assisté très rapidement à la démocratisation de l'IA générative. Je pense que plus globalement, en fait, les gens ont pris conscience de ces possibilités et de ce que ça allait changer. Donc, je voudrais vous poser la question, quelle est votre vision sur la compétition internationale actuelle sur les IA? Est-ce qu'elle se joue au niveau des grandes entreprises comme les GAFAM, les BATXH, ou au niveau des États, ou les deux, et qui est en pointe? Oui, c'est évidemment une question très importante, parce qu'elle va nous mener à celle du contrôle. Exactement. Peut-être la première chose, c'est insister sur ce que vous venez de dire, c'est la rapidité. Effectivement, il y a eu alors 1 million d'utilisateurs en 5 jours, hein, ce qui est vraiment peut-être une des performances les plus incroyables en termes de viralité de produits. Et c'est vrai que si on prend un peu de recul, le passage qui était déjà extrêmement rapide du premier vol des frères Wright en 1903 à le moment où on a marché sur la ligne en 69, vous voyez, 66 ans, c'était déjà un battement d'œil, hein. C'était extrêmement rapide à l'échelle de l'humanité. Le moment où on commence péniblement un tout petit peu à savoir voler, puis le moment où on va sur la Lune, et on voit que on est vraiment, c'est la caractéristique de notre époque, hein, je le répète partout, mais sur une exponentielle, quoi. La caractéristique de l'exponentielle, c'est cette dérivée seconde qui fait que la vitesse va de plus en plus vite, c'est l'accélération de la vitesse. La question est-ce qu'on est à un moment de basculement où cette accélération va devenir quasi infinie? Alors en tout cas, ce qui est troublant, c'est qu'à l'heure où on parle, à l'heure où on enregistre, là, ça fait même pas un an en fait, hein, que la version grand public commerciale de GPT 3.5 est sortie, et beaucoup moins que la version de GPT 4 est sortie. Mais évidemment, tout le monde s'y est intéressé vite. Alors
pas si vite que ça, parce que moi, qui arrive de faire des conférences ici et là pour pas mal de secteurs, je me rends compte que parfois il y a encore des gens qui n'ont même pas essayé, qui sont même pas allés voir. Ouais. Il y a encore 5 mois, vous pouvez avoir 60% d'une audience, pourtant de gens qui sont très éduqués, très formés, actifs, hein, n'est-ce pas, qui ne sont pas allés voir. Voir, je ne trahirai pas de nom, discuter avec un maire d'une grande ville française, une assez grande ville française, qui n'avait jamais entendu parler de l'IA générative et de ChatGPT. Attention. Hein. Donc voilà, c'est répandu, ça se répand très vite, mais peut-être dans quand même une forme d'intelligentsia, ou en tout cas ça se répand beaucoup plus vite chez les gens qui sont des early adopters de technologie. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est que cet outil-là est vraiment arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel que t'es pas tout à fait serein, mais enfin un ciel qui était un peu calmé de l'IA, quoi. L'IA, quand on avait l'impression qu'on commençait une sorte de faux plat un peu gentil, on n'allait pas voir tout de suite d'explosion extraordinaire. Là, évidemment, on avait compris qu'avec le deep learning, les réseaux de neurones, il y avait des progrès extraordinaires qui étaient faits du côté de la reconnaissance d'images, et puis on commençait à avoir des capacités à former des trucs. Mais si vous n'étiez pas un super spécialiste, vous pensiez que finalement il se passait plus grand chose. Et là, c'est arrivé avec des capacités objectives qui sont incroyables. Il faut aller s'amuser avec ces outils, même la version qui est gratuite, pour comprendre la puissance de ces IA génératives. Alors, génératives en quoi, évidemment, c'est parce qu'elles vont générer, elles vont imiter le texte, les documents à partir desquels elles ont été entraînées, si vous voulez. En fait, c'est ça hein, l'idée, un pre-trained. Hein. C'est bien cette idée-là, et les résultats sont assez bluffants. Alors, est-ce que c'est un jeu de plateforme, en gros un jeu de géant, ou est-ce que on peut espérer avoir des petits qui arrivent? OpenAI, il a créé ça avec 1 milliard, c'est relativement peu. Bon, il avait été lâché par Musk, même si Musk l'avait pris au départ. C'était quand même le grand espoir qu'on avait à l'arrivée des intelligences génératives. Se dire, tiens, on est en train de sortir de ce drame terrible de la domination sans partage des plateformes. Cette domination, elle a été assise sur quoi? Elle était assise sur la loi de Metcalfe. La loi de Metcalfe qui fait que l'utilité d'un réseau est égale au carré du nombre d'utilisateurs. Et donc, plus vous êtes gros, plus vous êtes utile d'ailleurs de façon importante par rapport aux autres, c'est une exponentielle, hein, la fonction carré, x2. Et donc, le gagnant prend tout. La grande plateforme prend tout. D'où l'ère des GAFA, l'ère de grandes plateformes qui sont tellement grandes qu'elles vont pouvoir soit écraser, rendre impertinentes, soit non pertinentes, soit absorber complètement, grâce à ces moyens extraordinaires, toutes les innovations qui arrivent. Et là, on se disait, tiens, peut-être que là, il n'y a pas tout à fait la loi de Metcalfe, on n'est pas obligé d'être aussi gros, même si on parle pour GPT 3.5 quand même de 175 milliards de paramètres, c'est quand même pas rien, et peut-être beaucoup plus pour GPT 3.5. Et donc on s'est dit, il y a un petit espoir que n'importe qui, qu'un État, à peu près n'importe qui donc, puisse arriver à créer sa propre IA générative. Compte tenu de ce qui se passe ces derniers jours, malheureusement, je dirais que cet espoir il est plutôt déçu. Voilà. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même qu'il y a une concurrence incroyable d'un très grand nombre d'acteurs, enfin, d'un grand nombre d'acteurs très puissants qui mettent des moyens énormes. Et en fait, pourquoi ça reste un big business? Eh ben, tout simplement parce que la capacité à attirer les cerveaux très rares capables de travailler sur ce truc-là, elle est en fait assez peu répartie. Il y a très peu de gens qui sont capables de mettre les incroyables montants sur la table, et vous pouvez surtout pas être en concurrence avec ces grandes entreprises, certainement pas le CNRS ou un État européen quel qu'il soit. Vous pouvez pas être en compétition face évidemment à des Google ou des Meta hein, qui sont capables de mettre des sommes astronomiques pour arriver à avoir ces cerveaux. Donc en fait, voilà, c'est pour l'instant le goulot d'étranglement ou pour mieux le dire, la barrière à l'entrée, elle est dans la captation des cerveaux qui sont très rares pour permettre d'avancer très vite dans ce domaine, et la concurrence est complètement folle. Donc ça reste un business de GAFA, etc. Quoi, Alors, on a parlé des entreprises, mais les États derrière, quelle est la compétition entre États? Quelle est la géopolitique de l'IA pour vous? Alors, les États, d'abord, il faudrait qu'ils s'aperçoivent de ce qui se passe. Donc, on a mis à peu près un an à leur expliquer que c'était quand même plus important que les problèmes ancillaires multiples qui occupent en général la une des médias. Donc, ça n'a pas été très facile. Ils ne sont pas toujours tout à fait
convertis. Hein. Finalement, aujourd'hui, c'est beaucoup les entreprises qui regardent ça avec beaucoup de curiosité, qui commencent à intégrer ça dans leur flux de travail, qui comprennent d'ailleurs parfois que ça va faire exploser la productivité et donc qui vont pouvoir disons, redimensionner leur force de travail, hein, pour le dire de façon euphémique, ou peut-être d'ailleurs faire travailler les gens à d'autres choses. Les États, comme d'habitude, n'ont pas du tout commencé à envisager le fait qu'ils pourraient fondamentalement revoir la façon dont ils travaillent avec ce genre de truc. Absolument pas, ça ferait probablement trop peur. Du point de vue de la politique, on ne voit surtout et on ne voit que une réponse en termes de régulation. Voilà. On a tout de suite En vu Europe, peut-être. En l'équivalent des Europe. CNIL européennes, l'Italie, Mm. interdire, dire que bon voilà, il fallait empêcher, poser des Mais c'est pas le problèmes cas de de. la Chine, par exemple. Bah, c'est pas le cas de la Chine parce que comme très souvent, ils développent leur propre outil intérieur et donc ils ont beaucoup moins de problèmes liés, des problèmes authentiques, hein, liés à qui contrôle les données. Alors j'avais écrit d'ailleurs avec Laurent Alexandre un papier là-dessus. Hein, ChatGPT, c'est la Pravda 2.0. Enfin, pardon, oui, ça risque d'être la Pravda 2.0, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez demain une sorte d'entité centralisée qui va devenir probablement votre interlocuteur permanent sur tous les sujets, à qui vous avez demandé des réponses à toutes les questions, eh ben, le type de vérité, puisqu'il n'y a pas une vérité en réalité, la façon dont il vous présente la vérité va conditionner votre vision du monde. Et ça, c'est une puissance économique, mais aussi politique qui est absolument extraordinaire. Alors aujourd'hui, ChatGPT est plutôt woke parce qu'il a été entraîné sur la côte ouest des États-Unis, mais demain, ça pourrait être complètement autre chose. Ça, c'est un enjeu énorme. Bah, la Chine l'a très bien compris, hein, finalement. On va faire notre propre outil qui va donner les réponses qu'on veut quand on l'interroge sur Xi ou sur les Ouïghours, vous voyez. Alors, vous avez parlé de contrôle tout à l'heure. Et évidemment, l'IA peut être un outil et va sans doute être un outil de contrôle, l'est déjà peut-être en Chine avec le crédit social. Ouais. Comment vous voyez cette logique de contrôle? Bah, c'est l'inquiétude qu'on a à propos des technologies depuis un moment. Alors jusque-là, elle était surtout concentrée autour de ce qu'on appelle de façon châtiée la vidéoprotection, hein, qui est donc de la vidéosurveillance en réalité, la montée des technologies de reconnaissance faciale, la capacité à croiser les données de vos comportements en ligne, de vos comportements physiques, ce qui est évidemment ce que la Chine utilise beaucoup, mais ce que l'Occident utilise de plus en plus à bas bruit, avec quelques murailles je vais dire murailles de Chine, en tout cas quelques séparations qu'on essaye de garder, mais enfin globalement, la capacité à contrôler, à connaître les actions de façon extrêmement précise, elle progresse énormément. Jusque-là, c'était ça qui inquiétait surtout. Demain, ce qui peut inquiéter, c'est une capacité donc à être l'interlocuteur unique et donc votre seul point d'entrée sur le monde et sur la compréhension du monde, et donc de vous en donner la compréhension que vous voulez. Ce qui peut inquiéter aussi, ce sont les deepfakes. Mais qui vont arriver très très vite. Et là, on l'a vu très récemment, peut-être par exemple avec Agen, tout le monde s'est amusé normalement à aller traduire dans toutes les langues son speech avec une adaptation des mouvements des lèvres. C'est extrêmement troublant. La fidélité et la capacité d'utiliser évidemment aussi de votre grain de voix avec seulement 30 secondes d'exemple. Et ça, c'est quand même assez incroyable, tout ce que vous pouvez commencer à imaginer. D'ailleurs, j'ai entendu parler récemment d'un début d'escroquerie lié à ça, puisque vous pouvez imiter la voix et faire dire n'importe quoi à quelqu'un. Bah, c'est facile d'aller appeler, dire j'ai besoin d'argent, etc. Enfin, on va commencer à devoir avoir un doute de plus en plus grand sur toutes les vidéos, tous les sons, les textes, c'était déjà le cas. Qu'on va pouvoir voir. C'est-à-dire qu'on pourra plus croire sur parole n'importe quel chef d'État ou d'entreprise qui dit quelque chose. Il faudra une forme, et c'est le problème, déjà on est du côté des solutions un peu, mais il faut une forme de vérification des sources, d'accréditation, d'authentification, et en fait techniquement c'est pas très facile. Voilà. Et est-ce Pour, que pour ça les textes, permettra pas finalement, il y a les agences de presse, mais techniquement pour les images c'est pas très facile. Ouais. est-ce que ça permet pas peut-être de justement développer finalement un esprit critique parce qu'on va douter de tout, le réel et le virtuel, la frontière étant très ténue, voire a tendance à disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas une logique d'esprit critique permanent où on doutera de tout qui va émerger? Alors le doute c'est formidable, s'il est surtout méthodique comme chez Descartes, mais enfin le doute hyperbolique permanent devient une forme de nihilisme.
hein. Je doute de tout, peut-être que j'existe pas, peut-être que je suis pas là, peut-être que vous non plus, peut-être que vous êtes qu'une IA en fait qui est en train de m'interroger pour essayer de m'utiliser, de me manipuler. Peut-être que l'État me manipule. Exactement. Et vous voyez, si on a vu l'explosion, si on a vu l'explosion de toutes les théories complotistes, c'est probablement déjà une des conséquences de ce doute. C'est-à-dire que c'est le problème, il faut douter de tout, mais à partir d'un certain moment, il faut être capable d'être sûr de quelque chose. Voilà. Et le problème, c'est de plus en plus, on va avoir du mal à être sûr de quoi que ce soit. Et le risque, c'est que les gens se fassent leurs propres convictions dans leur bulle informationnelle, dont on sait qu'elle est de plus en plus forte, de plus en Ouais. plus puissante. Ça peut devenir une manie terrible de douter. On veut plus rien croire. Dès qu'on nous dit un truc, on dit ah regardez, on nous manipule. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, pour aller plus loin, parce que Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, a annoncé son ambition d'aller vers une IA forte ou une IA générale, voire même éventuellement à une super intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'elle Hmm. émerge et à quelle échéance? Déjà sur ce point-là, il y a un truc à dire, c'est que on a peut-être été un peu naïf ou simpliste en disant bon, il y a l'IA faible qui va pas nous menacer énormément, on va pouvoir s'adapter, et puis l'IA forte, et là c'est vrai, rien ne va plus, ça sera très compliqué. Non, l'IA forte, c'est-à-dire doté un système qui est doté d'une conscience, d'une compréhension profonde, capable d'apprendre, d'appliquer des connaissances, et donc avoir cette conscience dont on pensait qu'elle était extrêmement difficile à faire naître. Et puis en fait, on est en train de s'apercevoir avec ChatGPT que même une IA très stupide comme elle l'est aujourd'hui, parce qu'elle est très stupide, hein, elle ne comprend absolument pas ce qu'elle fait. Il faut que les gens comprennent que l'IA va mettre des mots et des lettres en fait les unes après les autres, hein, en fonction des tokens, en fonction de la probabilité en fait, hein. Donc expliquer comme ça, c'est pas très sexy, mais le résultat est absolument incroyable parce que c'est assez efficace. En fait, on se rend compte qu'une IA même faible, elle a des conséquences complètement incroyables et elle peut avoir des capacités à vous aider, à demain équiper des robots qui vont être des vrais compagnons, être des avatars qui vont aujourd'hui aussi être derrière des compagnons à qui vous allez parler. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. Bon, quant à l'IA forte, qui pourrait en effet arriver de plus en plus vite, et là c'est une des surprises en fait à laquelle je faisais allusion un peu hein, tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on pensait que ce serait vraiment très 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 loin de nous, et en fait on se rend compte qu'on avait peut-être un peu on avait surestimé, vous savez, c'est comme on avait surestimé le côté précieux, incroyable et transcendant de la créativité. Voilà. On était hyper prétentieux en fait, hein, comme souvent hein, les hommes. Hein, c'est un peu toujours, vous savez, l'histoire de l'humanité, c'est la suite de ces ruptures coperniciennes. Hein, je veux dire, oh mon Dieu, finalement, la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Mon Dieu, nous ne sommes qu'un animal parmi les autres. Ça pense, on a la conscience, mais finalement, c'est une partie de ce qui se passe en nous et on n'est même pas sûr que ce soit elle qui décide. Et vous voyez, et en fait, de plus en plus, à chaque fois, on est jusque-là, il y avait l'idée que la créativité, ça, c'est vraiment un truc tellement humain, quasiment divin, n'est-ce pas? Ça touche un peu le côté des muses qui nous inspirent. Non, en fait, la créativité, en fait, c'est tout con. On se rend compte que aujourd'hui, une IA, elle est hyper créative, elle arrive à créer des formes d'images, de musique artistique, des poésies. À partir du moment où vous allez être nourri de millions de choses, vous arrivez à créer. Bon, et ben la conscience, c'est peut-être la même chose. La conscience, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est hein, biologiquement, mais elle n'est probablement que le processus émergent d'une intelligence assez profonde, en fait. Voilà. Elle est l'espèce d'écume d'une intelligence foisonnante et puis d'une compréhension des choses. Et donc finalement, peut-être qu'on pourrait y arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et donc avoir une intelligence qui jusque-là, alors jusque-là on avait donc, pour que là encore les gens comprennent, mais jusque-là par exemple on avait des intelligences extrêmement profondes qui pouvaient jouer aux échecs. Voilà, ce Stockfish c'était le meilleur aux échecs, il battait tous les humains depuis très longtemps, mais c'était des verticales et Stockfish il n'allait pas vous préparer un café et il n'allait pas discuter philosophie avec vous. Voilà. Alors qu'aujourd'hui la caractéristique de ces IA génératives, c'est que justement elles vont être de plus en plus généralistes et capables de mêler les sujets et en plus capable de le faire en langage humain extrêmement simple. Donc c'est la barrière d'entrée pour arriver à la questionner et parler avec elle est en train de s'effondrer. Et à l'heure où on parle, depuis quelques jours, on a annoncé que ChatGPT allait aussi pouvoir devenir multimodal, c'est-à-dire qu'on Ouais. n'allait pas seulement lui insérer du texte, mais vous allez pouvoir lui insérer des images, C'est déjà le des cas avec les vidéos. plugins. Et donc c'est le motion to motion, le picture to motion, le picture to text, etc., etc. Et donc en fait ça devient extrêmement facile. Un enfant de 5 ans va pouvoir interroger, travailler avec la machine, et cette machine va être capable de répondre, de mêler les choses, de comprendre, de progresser aussi en fonction de ce que vous allez lui dire, de s'adapter à vous. Et là, et c'est là que les questions deviennent extraordinaires, évidemment, sur ce que devient notre société au contact ou avec la vie, avec ce robinet d'intelligence ininterrompu, alors que l'intelligence était jusque-là le truc le plus rare, quoi, peut-être sur notre Terre. Alors, Elon Musk disait déjà en 2017, j'ai accès à l'IA la plus avant-gardiste et je pense que les gens devraient être incroyablement inquiets à ce sujet.
c'est le plus grand péril auquel nous sommes confrontés en tant que civilisation, et demandait un moratoire sur l'IA avant de créer une nouvelle société sur l'IA. Alors, est-ce que c'est pour vous un jeu de dupes? Et est-ce que vous pensez que c'est possible de réguler l'IA? Alors, sur les appels à la régulation de l'IA, d'ailleurs, ce qui est un peu rassurant, enfin, sur les inquiétudes déjà, ce qui est un peu rassurant, c'est que vous avez des gens très inquiets, des gens plus positifs, comme Yann Lequin de Meta, par exemple, hein. Donc, vous avez des gens qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent on va tous mourir, et puis des gens qui disent mais non, c'est une période extraordinaire de l'humanité et d'épanouissement inouï. Bon. Peut-être que la vérité est quelque part entre les deux. En tout cas, moi, je le souhaite, je souhaite plutôt, et c'est plus probable. En tout cas, le fait que tout le monde soit pas absolument d'accord chez les grands experts qui sont au contact de ces trucs-là et qui sont même en train de les faire est plutôt rassurant. Maintenant, la question de la régulation pose une question compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu cette fameuse l'année dernière, pendant quelques jours, un appel important auquel Elon Musk a participé hein, pour prendre du temps, arrêter de progresser sur les IA génératives. Mais le problème, c'est que ce genre d'appel pouvait avoir on pourrait dire une motivation commerciale, une motivation stratégique. Pouvait C'est ou tant avait? mieux quand on s'aperçoit qu'on est en train de prendre du retard dans la création de la technologie que tout le monde va vouloir avoir et qui va rapporter des milliards quasiment en quelques secondes, enfin qui va faire de vous, peut-être même au sens propre, le maître du monde. Pas tout simplement. Hein. Donc, il faut toujours prendre les affirmations cum grano salis, hein, comme on dit, c'est-à-dire en essayant de voir qu'il y a peut-être des motivations qui sont très diverses derrière. Bon, les États sont inquiets parce qu'eux aussi, ils ont peur de perdre leur pouvoir. Hein, ils sont pas seulement inquiets en général pour leurs administrés ou les citoyens, ils sont inquiets pour eux-mêmes hein, parce qu'ils ont peur aussi tout simplement d'être court-circuités, d'être bypassés et d'être ridiculisés, en particulier dans la prise de décision d'ailleurs. Bon, donc ces appels à la régulation, il faut essayer de comprendre les motivations et quant à leur vraisemblance. Elle pose aussi question. Hein, est-ce qu'il est tout à fait vraisemblable d'arriver à arrêter cette fameuse loi qui fait que malheureusement, je pense que c'est pas la loi de Gabor, hein, c'est tout ce qui est possible se fera. Hein. Oui, on Et va en donc, parler. en termes scientifiques, malheureusement, C'est celui qui Anders va et décider Gabor. d'arrêter un peu, c'est un peu comme l'équivalent de celui qui dit tiens, je vais arrêter tout seul de polluer en me tuant moi-même. Malheureusement, on sera juste mort. Et les autres, malheureusement, ils sont pas tout à fait dans le même mood. Et Ah, donc, pour arrêter, enfin, il est absolument impossible et pas vraisemblable d'imaginer une forme de moratoire. C'est comme sur les recherches sur les biotechnologies, les manipulations génétiques, mm, les formes d'eugénisme. Ça n'est pas vraisemblable. Ça ne mm. veut pas dire qu'il ne faut pas se poser les questions, essayer de poser les garde-fous et s'arrêter. Regardez, on y est arrivé sur la prolifération nucléaire. C'est Faut vrai. se souvenir. Je veux dire, il y a 70 ans, 80, ça a été une question fondamentale qu'on s'est posée. On y est arrivé. On y est arrivé avec efficacité. C'était pas donné au départ. On aurait pu penser à une escalade, et beaucoup de gens ont prévu une escalade jusqu'à l'extinction de l'humanité très rapide. Et ben, c'est exactement la même question qu'on peut se poser là. Voilà. Euh, on peut craindre que chacun se lance dans la course et a intérêt à aller tellement vite que on lèche la bride sur le coup de l'IA et donc qu'on laisse une IA autonome finir par faire un scénario à la Terminator. Et on peut se dire aussi, bon, on va aller très vite et puis il faut pas laisser d'autres contrôler ça parce qu'on se dit parfois, il vaut mieux que certains, peut-être plus à l'ouest, maîtrisent d'abord l'IA la plus forte plutôt que ce soit les gens plus à l'est. Vous voyez, on peut se le dire aussi. Voilà. Alors, Donc voilà. vous avez parlé de la mort. C'est intéressant parce que on l'abordera après sous un autre angle. Mais aujourd'hui, avec les IA, on peut parler déjà à des proches décédés. On peut créer une relation avec un ami ou un petit ami numérique, comme avec l'application Replica. Oui. Avec les deepfakes, on peut reproduire plus vrai que nature les personnes en images, en hologramme, etc. Et puis, avec les robots, nous pourrions construire des jumeaux numériques de nous-mêmes quasiment ou des autres. Alors, est-ce que vous pensez que notre identité numérique nous survivra? Quelle relation aurons-nous avec les morts ou la mort de manière générale? Et surtout, quel impact cela aura sur notre psychologie? Ah, c'est les questions qui sont passionnantes. Évidemment, on est là dans les scénarios à la Black Mirror et d'ailleurs, c'est formidable que très rapidement, les scénaristes de Black Mirror ou des différents films arrivent très bien à mettre le doigt sur, les conséquences possibles et puis, nous permettre de susciter des réflexions. Évidemment, c'est le vieux fantasme d'arrêter la mort. Alors, il y a une possibilité où elle n'est pas vraiment arrêtée, hein. On a fait des formes de jumeaux numériques et donc les gens ont l'impression de vivre avec nous, mais ça n'est pas nous.
Moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est inquiétant, hein, même si j'essaie d'être plutôt, technophile, mais enfin, c'est pas quelque chose qui m'enthousiasme. Parce que je trouve que le deuil, aussi difficile qu'il soit, il passe par l'acceptation du fait que la personne n'est plus là. Se bercer d'illusions et peut-être qu'on aurait envie de le faire. Moi, j'ai comme tout le monde, j'ai perdu des très proches et c'est toujours et c'est évidemment difficile et on se dit: «Tiens, si on avait la possibilité d'avoir quelqu'un, d'avoir l'impression qu'il est toujours là, de parler avec lui, ça nous consolerait». Mais je suis pas sûr que ça nous consolerait. Je pense que ça nous empêcherait quelque part de faire le deuil. Donc ça, c'est sur, ces scénarios évidemment de réplicas et de répliques, mais dont je pense que malheureusement elles vont forcément émerger parce que ça correspond à une demande très forte. Voilà. Peut-être qu'on ne mourra plus pour nos proches. Voilà. Je ne mourrai plus pour mes enfants. Moi, je mourrai à titre personnel, mais mes enfants, ils continueront à parler avec moi et il y aura tellement de choses emmagasinées de ce que j'aurais fait dans ma vie que ça sera assez moi. Ça ressemblera beaucoup. Enfin, ça sera pas moi. Alors, l'autre possibilité quand même qu'il faut signaler, c'est que avec cette explosion de l'IA, il y a aussi un truc extraordinaire. C'est probablement un espoir d'explosion des capacités d'innovation. On pourrait imaginer qu'on fasse des progrès décisifs en technologie autour du vieillissement, peut-être d'ailleurs aussi sur l'énergie, hein, sur la fusion, que en fait cette intelligence elle est extraordinaire, bah, elle va nous aider aussi à rechercher. Et là, on pourrait aussi rentrer dans une exponentielle de découvertes scientifiques et donc là devenir vraiment immortel. Et alors que là, ça rejoint la fin de la question, de votre question. C'est on est vraiment immortel. Qu'est-ce que ça change comme point de vue sur la vie? Même je pense que c'est terrible. Regardez combien beaucoup de gens ont du mal c'est le sujet de mon dernier livre, finalement, sur la tyrannie du divertissement, à occuper une vie qui reste relativement courte, même si elle est beaucoup plus longue qu'avant, dans des loisirs, avec des loisirs qui sont beaucoup plus grands. Donc finalement, si vous regardez beaucoup, il y a une bonne partie de la population qui vit sous drogue de substances, sous drogue d'écran, sous drogue d'alcool, sous différentes façons psychotropes ou façons d'absorber votre temps libre pour perdre le temps. Si tout d'un coup ce temps devient infini, je trouve que la vie devient infernale et probablement l'existence deviendra une forme de branchement à la matrice, là encore vraiment à une sorte de shoot de dopamine éternel, quoi. Et je suis pas tout à fait sûr que l'existence, ça doive, que ça soit intéressant voilà, de la vivre de cette façon-là. Mais c'est des questions philosophiques passionnantes qui nous permettent de réfléchir à la valeur de ce que c'est que notre propre vie et peut-être à adorer, à aimer. Moi à titre personnel, j'adore ma finitude. Je trouve que elle fait de la vie quelque chose Il donne du d'assez sens au maîtrisable. reste. Voilà, d'assez maîtrisable et puis on peut en essayer de faire quelque chose de bien. Si elle était infinie, voilà, on se traînerait dans l'éternité avec pas beaucoup de bonheur, je trouve. Voilà. Alors, on a parlé d'IA de manière générale parce que c'est effectivement un peu la technologie qui va un peu déclencher beaucoup de choses derrière et qui va avoir des impacts sur tout le reste, hein. Il y a une autre technologie qui se démocratise, c'est la robotique. Elle est déjà largement présente dans nos usines, hein, avec les robots industriels, dans nos maisons avec la robotique domestique, hein, les aspirateurs robots, etc. Euh, Nous sommes aussi stupéfaits, voire épatés, hein, des vidéos successives de Boston Dynamics et d'autres sociétés, particulièrement dans le domaine militaire, nous présentent des robots beaucoup plus inquiétants. Alors, qu'est-ce que vous pensez des progrès récents de la robotique et vers où va-t-on dans ce domaine? Derrière l'ère de l'IA, il y a évidemment l'ère des robots qui va arriver très vite. Celle-là aussi, on l'imaginait très éloignée. Et en fait, on se rend compte qu'elle va arriver très, très vite. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu les premières images de Musk sur ses robots. Robot Là, Optimus. des robots exactement, qui sont extrêmement, alors évidemment on connaissait ceux de Boston Dynamics, des robots qui sont extrêmement fluides et puis capables avec uniquement, l'intelligence embarquée, ils n'ont pas besoin de prendre, de l'intelligence, ailleurs, d'arriver à être en relation avec le réel, comprendre ce qui se passe et marcher dans le réel. C'est-à-dire que de plus en plus, alors d'abord ça va être une question de coût seulement, le fait d'avoir des robots chez vous qui vont faire des choses et puis très rapidement avec l'industrialisation, exactement comme ça s'est passé avec la voiture et Ford, ça va se démocratiser. C'est-à-dire que le scénario, R2 non c'est pas R2D2, c'est Z6PO, hein, celui qui est grand, je sais jamais dans Star Wars mais enfin bon en tout C'est cas Z6PO qui est celui qui grand. sort de majordome, Ouais, doré c'est là, Z6PO qui est grand. c'est Z6PO, voilà. Le scénario Z6PO, c'était totalement délirant il y a 15 ans, absolument impossible. Aujourd'hui,
un robot bipède qui va d'ailleurs marcher de façon beaucoup plus agréable que Z6PO en marchant très bien, voire probablement en courant. Ce scénario-là, il est techniquement complètement à notre portée et qui parle toutes les langues de l'univers d'ailleurs, enfin toutes les langues connues, qui puisse à la fois faire votre ménage, et ça c'est ça qui est très troublant. Votre femme de ménage de demain, non seulement elle fera le ménage, mais elle pourra parler de Kant avec vous, elle pourra être le précepteur de vos enfants et pourra très bien essayer de l'accompagner dans le savoir, parler avec elle et servir à tout avec une puissance extraordinaire, peut-être demain aussi, construire les bâtiments, à partir du moment où elle va pouvoir faire les choses extrêmement fines de la main, de l'entretien, de la cuisine, ça va être notre compagnon. Je crois que vraiment de plus en plus, nous allons vivre en permanence avec des avatars. On le voit aussi de plus en plus, des robots compagnons qui vont être votre psy, votre ami, votre confident, peut-être même votre amant d'ailleurs. Hein. Là encore, le film d'anticipation était assez bien vu. Her, voilà. Tout ça va probablement arriver, est en train d'arriver, c'est déjà sur nous. La question, c'est la rapidité de la démocratisation, en fait. Hein. À quelle vitesse on va avoir tout ça. Et la question aussi derrière aussi, c'est tous ces gens qui assumer ces tâches, cette destruction extraordinaire, est-ce qu'elle va être entraînée d'une création parallèle satisfaisante? Qu'est-ce que vous allez faire en gros votre personnel d'entretien hein, qui sera pas capable de commenter Kant dans le texte, voyez? Alors, on a parlé d'hier, on a parlé de robotique. Il y a un autre sujet qui fait des bonds spectaculaires, c'est la génétique. Donc, les progrès qu'on a vus ces dernières années, ils nous ont amené à permettre le séquençage ADN pour quelques centaines d'euros, alors que ça a coûté 3 milliards pour le premier séquençage. En octobre 2020, le prix Nobel de chimie a été attribué à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna pour le développement d'une méthode d'édition du génome qui s'appelle le système CRISPR-Cas9. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça change? Est-ce que ça permet? Est-ce que ça change? Bah, c'est extraordinaire, hein, ces fameux ciseaux. Hein, ça permet d'accélérer extraordinairement la capacité, la précision des manipulations génétiques, si vous voulez. Quoi. Et par exemple, ça permet ce qu'on appelle les NBT, les New Breeding Technologies en agriculture, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des OGM traditionnels, on va pouvoir vraiment essayer de choisir les caractéristiques génétiques qu'on va vouloir pour faire en fait quelque chose qui est l'accélération de ce qu'on aurait fait autrefois en plusieurs milliers d'essais pour avoir, comme on l'a fait, vous savez, l'humanité depuis le début, elle a créé les chats tels qu'ils sont aujourd'hui, elle a créé les chiens qui étaient des loups à l'origine, elle a créé tous les fruits et légumes que vous mangez, c'est des trucs qu'on a créés par hybridation et par essai-erreur et par évolution génétique qui sont créés. La différence, c'est qu'on va pouvoir le faire beaucoup plus rapidement en choisissant. Cette manipulation du vivant, qui est complètement prométhéenne, hein, enfin, c'est une capacité divine hein, dont on est en train de se doter, elle va nous permettre de faire à peu près tout, y compris de nous manipuler nous-mêmes. Ouais. Et donc, certains, c'est le cas d'ailleurs de Laurent Alexandre, hein, qui disent que face à des machines qui sont ultra intelligentes, on va être obligé de s'augmenter. Regardez, c'est ce que fait Elon Musk, c'est ce que promeut Elon Musk, puisque tout le monde rigolait hein, avec l'idée de ces implants hein, qu'il est en train de développer. Mais enfin, aujourd'hui, plus personne ne rigole. Hein. C'est souvent comme ça avec Elon Il y Musk a eu d'ailleurs. l'autorisation d'ailleurs de la fédération américaine pour faire des tests, hein, et Faire des tests. on va commencer effectivement par essayer de Ouais. soigner des maladies, ce qui sera le plus acceptable, mais jusqu'où on Mmh. va aller? C'est la vraie question. Exactement, justement, la porte d'entrée de l'utilisation de ces technologies, ça sera l'inquiétude des parents vis-à-vis des imperfections plus que ça, des maladies des enfants. Donc, socialement, on va parfaitement accepter qu'on contrôle tout ça, parce que c'est évidemment pas acceptable de voir son enfant mourir d'une maladie neurodégénérative. On se dit, bah, si on peut le faire, on va le faire, sauf évidemment quelques Amish, il y aura toujours des communautés d'Amish pour adorer mourir avec plein de souffrances, mais globalement, les gens vont pas acheter ça. Hein. Et donc ça va être la première porte d'entrée. Deuxième porte d'entrée, ça va être le fait que vous allez pouvoir éviter des maladies de vieillesse, les façons de moins bien vieillir. À partir du moment où vous allez pouvoir contrôler tout ça, finalement, contrôler tout le reste, évidemment, c'est la couleur des yeux, des cheveux, votre taille, tout ce que vous voulez, et puis bien sûr à terme aussi votre intelligence. Contrôler tout le reste, ça va être pas un jeu d'enfant parce qu'on se rend compte que c'est plus compliqué qu'on ne le pensait. En revanche, ça va être une forte demande. Et là, c'est un peu inquiétant parce que il faut lire le dernier livre de Plowman qui s'appelle Blueprint,
et qui montre qu'en fait une grande partie, c'est assez déprimant ce livre, hein, une très très grande partie de ce qu'on est génétique. C'est-à-dire que certes il y a de l'épigénétique, mais l'épigénétique qui va correspondre aussi à ce qu'on va créer comme environnement à partir de notre génétique. Enfin bref, la génétique déterminant tout, on va vouloir en déterminant une très grande partie de ce qu'on est. En tout cas, on ne peut pas aller au-delà de la génétique. On peut développer par exemple au maximum de notre potentialité, de certaines potentialités physiques ou intellectuelles, mais on peut pas aller au-delà par l'environnement. L'environnement, on va pas pouvoir suppléer à des défauts génétiques, si vous voulez. Donc on va se permettre de manipuler très probablement. Alors nous, on est du bon côté de l'histoire. On a déjà été produit. On a été produit avec plein de défauts, avec plein de mauvaises choses qui nous attendent plus tard. On peut juste s'attendre, heureusement, à ce que la technologie soit de meilleure et que, par exemple, pour les cancers, qu'on arrive à comprendre enfin comment stopper la réplication des cellules devenues folles, peut-être arriver à poser avoir des solutions à Alzheimer ou à Parkinson, vous voyez, donc ça, on peut s'en réjouir. Mais on est du bon côté de l'histoire. La vraie question de l'histoire, c'est quand on sera évidemment du côté meilleur des mondes. C'est-à-dire du côté où l'humanité aura été tellement ingénierée, quoi. On aura fait et la question est ingénierée dans quel sens, hein. Est-ce qu'on va faire comme dans le livre, donc dans le meilleur des mondes, plusieurs niveaux, parce que finalement ils étaient dit quand on y repense d'ailleurs au meilleur des mondes d'Huxley, Huxley, hein, je me trompe pas, hein. Huxley, ouais. Aldous Huxley. C'était dit, voilà, il faut des alphas, des bêtas, etc. Parce qu'on a besoin de gens de différents niveaux, parce qu'il faut bien, je sais pas, des gens pour nettoyer, etc. Mais on se rend compte que finalement, demain, on n'aura pas besoin de gens pour nettoyer. Donc, il faut que des alphas. Quelque part, un meilleur des mondes où il n'y a que des alphas, est-ce qu'il n'est pas plus acceptable? En tout cas, il est moins noir que le monde un petit peu à la Gattaca, hein, où vous avez des gens qui sont où les inégalités ont été créées et gravées dans le marbre de la génétique. Et Même est-ce si en que fait les aujourd'hui, alphas, ce ne entre nous, elles sera le pas font les déjà. IA? Comment? Est-ce que les alphas, ça ne sera pas les IA? C'est ça le. Alors, les super alphas, c'est les IA. Donc, c'est Voilà. poser la vraie question de qui va vraiment diriger à la fin. Mais enfin, on peut se dire, il reste quand même l'hypothèse qu'on arrive à les garder à notre service. Mais on pourrait imaginer aussi, mais est-ce que c'est vraiment très réjouissant, mais une société entière de gens qui ont été totalement, comment dire, ingénierés, hein, je sais pas comment on pourrait dire ce mot, hein, conçus, Augmenter. construits. Et finalement, regardez, de plus en plus, on est en train d'éloigner la sexualité de la reproduction. Il n'est pas impossible que demain, Il y a d'ailleurs des robots sexuels qui existent absolument, déjà. oui, ces robots, c'est donc on va de plus en plus vers, et d'ailleurs regardez le fait que 2 hommes veuillent avoir des enfants ou 2 femmes veuillent avoir des enfants de la même façon, de plus en plus, on va avoir les moyens technologiques finalement de complètement séparer, finalement la reproduction, de la sexualité, si vous voulez. Vous allez pouvoir vous reproduire. Se reproduire sera un projet que vous allez construire, et donc l'enfant que vous allez avoir d'une façon ou d'une autre, et sans doute, je dis pas que ça me réjouit, hein, mais vous allez le construire en fonction de ce que vous avez envie qu'il soit. Voilà, vous allez pouvoir, un peu comme aujourd'hui, hein, si vous faites des FIV, vous allez pouvoir plus ou moins sélectionner l'embryon qui paraît le mieux. Alors, je ne sais pas si on fait des tests génétiques dessus, mais enfin, c'est quand même ce que vous allez faire de plus en plus. Et parfois, il arrive que des gens fassent des FIV alors qu'ils n'en ont pas réellement besoin. L'idée que on fasse au hasard un enfant et puis on fait tourner la roue génétique et on se dit ah mon Dieu, j'espère qu'il n'aura pas de grosses maladies, j'espère qu'il sera intelligent, j'espère qu'il sera beau. Si ça se trouve, dans 50 ans, ça paraîtra délirant. Ça paraîtra sale Sachant déjà, qu'on est, et ouais, ça paraîtra complètement fou. Voilà, une sachant prise qu'on de est, risque dingue que plus personne ne voudra prendre. Mais ça, c'est sachant très qu'on est prospectif et je serai probablement pas là pour le voir. Voilà. Sachant qu'on est déjà dans le début, hein, dans les prémices de l'eugénisme. Évidemment, on peut le faire aujourd'hui, sélectionner le sexe de son enfant ou la couleur des yeux. On le fait aux États-Unis et pas Mmh. que. Mais il faut quand même se rappeler qu'on le fait en France, où on sélectionne effectivement par rapport à la trisomie 21, on élimine 96% des trisomiques à naître. Exactement. On est déjà dans une société qui accepte une partie de l'eugénisme. Ouais. Olivier, il reste une minute Mmh. et j'ai plein de questions encore. Vous avez encore du temps? Oui, oui, oui. Alors, en termes d'éthique, comment voyez-vous les demandes de régulation sur la génétique? Est-ce que vous pensez que, comme Denis Gabor, que tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé, ou même comme Gunther Anders qui va plus loin, que tout ce qui sera réalisé sera utilisé?
Alors Gabor, j'y crois beaucoup. En Under, c'est pas sûr. Regardez la bombe à hydrogène, la bombe à H, on se l'est jamais balancé sur la gueule et c'est plutôt positif. De la même façon que on a réussi à limiter pas mal la prolifération des armes chimiques, bactériologiques. Et ça c'était quand même une belle victoire qui était quand même pas donnée au départ. Donc Ça c'est laisse pas de tout à fait. l'espoir. Il y a de l'espoir. Cela étant, il ne faut pas se voiler la face et faire d'angélisme. Il y a une compétition pour le pouvoir dans le monde. Les pays n'ont pas les mêmes options, ils n'ont pas les mêmes visions hein, sur ce que doit être l'entente entre les peuples ou ce que doivent être d'ailleurs les valeurs dominantes. Et donc, il y a clairement aussi derrière une guerre technologique pour arriver à avoir les meilleurs technos, pour arriver à dominer les autres. Et donc, c'est un peu là le problème. Si nous, on s'interdit les manipulations génétiques, si, d'ailleurs, en Europe, d'ailleurs, en tout cas en France, on s'interdit, on n'a pas le droit de connaître sa génétique. C'est beaucoup plus dur qu'aux États-Unis où tout le monde peut se faire tester, arriver à avoir plein de potentiel de chances d'avoir Alzheimer, etc. Nous, en France, on dit non, non, vous êtes trop bête pour ça, on veut pas que vous le sachiez. Bon, ça, les gens sont pas trop au courant d'ailleurs qu'on les considère comme ça, mais on a déjà un petit peu cette politique-là. Du point de vue de la recherche et du développement, c'est un peu le risque aussi. On veut pas développer, du coup, d'autres vont le faire à côté. C'est une stratégie qui est suicidaire. Bon. Ça veut dire que, bah oui, c'est très compliqué. Moratoire impossible, course en avant délirante, bah, il faut essayer d'être un peu entre les deux, quoi. Voilà. Alors, on a parlé de cette guerre technologique. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre aussi idéologique, par exemple, avec le courant transhumaniste, pardon. Quelle est votre vision sur le transhumanisme et est-ce que vous considérez, vous, comme un technophile ou un transhumaniste? Bon, moi, je me considère pas du tout comme un transhumaniste. Je me considère de plus en plus, et peut-être en vieillissant d'ailleurs, comme une sorte de réac, comment dire, bioconservateur. Mais je suis un bioconservateur très ouvert. Voilà, voilà, je suis très ouvert à la techno et à tout ce qu'elle peut apporter par ailleurs. Voilà. Euh, mais je comprends la philosophie du transhumanisme et finalement, bah, c'est un petit peu comme des options religieuses. Bah, c'est compliqué à contester à partir du moment où vous les avez choisies, vous estimez que c'est la façon dont vous avez envie de vivre, et puis c'est la façon dont vous voyez l'humanité, c'est votre compréhension de ce qu'est l'aventure humaine. Et si l'aventure humaine, vous la comprenez comme une extraordinaire capacité à s'être abstrait de la nécessité naturelle et arriver par les technologies à trouver des moyens de se donner plus de pouvoir et de faire ce qu'il n'était pas censé faire au départ, il n'y a aucune raison que la technologie ne soit pas utilisée à plein, à fond, pour transformer l'humanité. C'est quoi l'homme réel? Je veux dire, on évolue en permanence, on a continué à le faire, et puis dans les centaines de milliers d'années qui viennent, on continuera. Donc, si cette évolution, elle est créée, emmenée par la machine, elle est accélérée par les manipulations génétiques pour faire de nous des gens différents, d'un certain point de vue plus parfait, à la limite, pourquoi pas. Je disais que j'étais bioconservateur parce que moi, personnellement, je me satisfais assez de mon imperfection et je trouve que ça fait une bonne partie de l'intérêt de vivre. Et je suis pas tellement certain, disons, du rapport de linéarité entre manipulation génétique, technologique de nous-mêmes et puis bonheur. Voilà. Sauf à faire des formes de bonheur artificiel. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique. Mais je comprends, je condamne pas de façon unilatérale ou je jette pas la pierre à des gens qui sont très enthousiastes face aux technologies et à ce que ça nous apporte. Je suis le premier à constater que au 19e siècle, mes enfants seraient morts de maladies diverses, probablement les trois que j'ai avant l'âge de 10 ans. Voilà. J'en suis assez lucide, donc moi je dis merci au 21e siècle. Euh, il faut quand même voir le bonheur que, voilà, que les choses vous apportent. Mais on ne sait pas très bien quel est le monde auquel ça nous ouvre à terme. Voilà. C'est ça pour lequel je suis un petit peu plus dubitatif. Alors, dans le monde dans lequel on est, effectivement, on a vu une augmentation formidable, hein, effectivement, du niveau de vie et puis de la santé, de l'espérance de vie, etc. Mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui est pourtant un des sujets, voire le sujet majeur aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique toutes les questions liées aux énergies, euh, Mm. euh, avec notamment les COP qui succèdent. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur le constat et l'action politique qui a été menée jusqu'à présent? Mm.
Bah, le réchauffement climatique, c'est typiquement un problème de passagers clandestins, hein. Personne n'a envie d'être celui qui fait l'effort. Tout le monde a envie d'être celui qui profite des efforts des autres. Voilà. Et donc, oui, vas-y, fais tes efforts, ça va t'ennuyer, tu vas payer la croisière, et pendant ce temps-là, les autres, bon, bah, évidemment, ils en profitent. Et pour l'instant, on n'en est pas vraiment sorti. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que vous avez 2 milliards de personnes qui sont sur Terre en train de sortir, en gros, de la pauvreté, accéder à la classe moyenne, et ces gens-là, ils veulent avoir une voiture et une clim, en gros, quoi, hein. Et donc, cette prodigieuse croissance, non seulement des des pollutions qui sont en proportion de plus en plus à l'Est et dans ces pays-là, mais qui en plus, en proportion de la croissance, sont avant tout là-bas. Elles nous rendent, nous, occidentaux, qui sommes responsables d'une bonne partie de la pollution d'hier, depuis un siècle et demi, évidemment dans une position un peu compliquée. Si demain, je minimise pas les efforts qu'il faut qu'on fasse, mais il faut toujours rappeler que 0,9% des émissions de CO2, c'est la France. Même si d'ailleurs on met les émissions importées, ça reste très très peu. Si demain on meurt tous, on se disparaît de la surface de la Terre, un an plus tard, les émissions ont cru en Chine de l'équivalent. Voilà. Et donc en fait, ça change absolument rien. Puis l'autre chose qu'on peut dire, c'est que malheureusement, comme il y a une grosse inertie, si demain on est tous hyper vertueux, malheureusement une partie des changements auront lieu. C'est pour ça que, je sais pas, un jour sur un plateau, on m'a dit, ah, vous êtes techno-solutionniste. Bah oui, je suis techno-solutionniste parce que, On surtout n'a du pas point le de vue choix. du climat, parce qu'on n'a rien inventé de mieux. Les pays qui se sortent, qui arrivent à empêcher les drames vis-à-vis face au changement climatique, c'est les pays riches. Il faut être riche pour construire, par exemple, des endroits pour vivre qui continueront à être vivables malgré le climat. En fait, on peut vivre dans un climat où il y a 50 degrés, hein, ça se fait encore aujourd'hui, mais c'est juste qu'il faut beaucoup d'énergie. Et il faudrait que cette énergie soit propre. On peut arriver à irriguer et à forcer dans des endroits où normalement il n'y a pas assez d'eau si on a beaucoup d'énergie. Donc si demain on résout le problème de l'énergie propre, on peut arriver à dessaler l'eau de mer. Je crois qu'en Israël, c'est Ouais. peut-être 30% de l'eau de mer qui est, de l'eau qui est Et ça- consommée et de l'eau dessalée. Si on arrive à dessaler, parce qu'en fait de l'eau, il y en a plein, hein. Le problème, c'est qu'elle est salée aujourd'hui. Dans les océans, si on arrive à la dessaler de façon extrêmement puissante, eh ben, on peut arriver à irriguer. Si on irrigue, on peut nourrir, etc. Donc, vous voyez, il y a le changement climatique, ça va pas être l'effondrement, ça va pas être la mort, si on a justement les technologies qui vont permettre d'éviter qu'il y ait des endroits soient tellement impossibles à vivre, qu'il y ait des mobilisations des mouvements de population extrêmement forts. Donc, en gros, on n'a pas d'autre choix que la technologie, on n'a pas d'autre choix que le développement le plus réparti possible pour faire face à ces changements. Et Et alors puis pour aider justement, la technologie, avoir une énergie propre et infinie le plus vite possible, quoi. il y a il y a peut-être deux pistes qui sont évoquées. Et effectivement, l'intelligence artificielle pourrait nous amener à arriver plus vite, en tout cas à les développer. Donc, c'est la fusion nucléaire et Ouais. l'hydrogène. Est-ce que vous pensez Ouais. que ces solutions, elles sont crédibles? Et à quelle échéance? Alors, moi, je suis évidemment pas spécialiste sur de la fusion. Ce que j'ai compris, ce que j'ai lu de tous les grands scientifiques, c'est que les scientifiques ne disent pas, la question n'est pas si on arrivera à contrôler la fusion, la question est quand. Voilà. Et quand on peut espérer, peut-être qu'aujourd'hui les pessimistes disent plutôt 50 ans, on peut espérer que ça soit un peu plus rapide. Il y a eu quelques progrès qui sont assez rapides. Il y a aussi d'autres possibilités hein, autour de la maîtrise d'énergie. C'est que la fusion, c'est quand même notre meilleur espoir. Mais on peut dire aujourd'hui aussi que si on reste dans la fission nucléaire, les réacteurs de quatrième génération, qui vont en plus utiliser et brûler les déchets actuels, sont aussi, et qui peuvent être très petits sur des formes extrêmement petites, qui tiennent dans un grand camion, hein, si vous voulez, permettent d'alimenter une petite ville. Ces trucs-là, qui sont hyper puissants, sont aussi des solutions qu'on va pouvoir actionner avec finalement beaucoup moins comment dire d'incertitude technologique sur la faisabilité. Donc moi je suis plutôt optimiste, mais il faudrait pas pour ça qu'on soit stoppé par des gens pour qui la réponse c'est une forme d'amichisation de la société, de retour en arrière qui en fait produit juste une incapacité à faire face au changement aujourd'hui, à s'adapter. Parce que la vraie question aujourd'hui, elle est peut-être au moins autant celle de l'adaptation que celle de la transition. Et donc, Et finalement, elle est et très peu justement, traitée aujourd'hui. qu'est-ce que vous pensez de ces collapsologues et des scénarios d'effondrement? Bah, je trouve que les scénarios d'effondrement, ils font beaucoup de mal à une jeunesse qui a besoin qu'on leur dise que la vie va continuer. Moi, je crois profondément que la vie va continuer, qu'il y a plein de choses qui vont, que c'est une période extraordinaire de l'humanité qui vient. Je pense d'ailleurs, si on regarde encore à plus long terme, peut-être que le fait Elon Musk,
la Terre est notre seul vaisseau spatial aujourd'hui et notre berceau, mais à terme, à très long terme, hein, on parle de au moins, disons, 1,5 milliard d'années, elle sera plus tellement viable, et puis à quelques milliards, plus du tout. Elle va finir par disparaître, donc d'une façon ou d'une autre, il va falloir qu'on trouve un autre vaisseau spatial. Et moi, je crois, c'est peut-être mon côté d'ailleurs transhumaniste de ce côté-là, c'est qu'on a vocation, on va essayer de continuer à exister, et donc on va changer de vaisseau spatial. C'est pas tout de suite, il faut prendre un grand soin de notre planète Terre, évidemment, parce que c'est absolument le meilleur qu'on ait, jusqu'au moment où on va pouvoir arriver à le répliquer. Et pour ça, moi, je crois aux technologies. Voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, la Terre, à un moment donné, va disparaître. Même si si on revit dans des huttes de terre glaise. Je suis aussi très critique, pour finir là, sur cette espèce de vision extrêmement idéaliste de la nature, de Gaïa, qui serait une mère nature gentille. Non, la nature, elle est brutale, elle est assez méchante, elle est assez indifférente à notre bien-être. Et peut-être là encore, de mon côté transhumaniste, et moi, je trouve que on a raison et on ne peut pas critiquer l'être humain parce qu'il cherche à améliorer son bien-être d'une certaine façon. Qu'il ait fait des erreurs en développant son bien-être aux dépens de son environnement, qui est aussi une cause importante de son bien-être, en particulier la diversité, c'est possible. Mais moi, j'ai pas de vénération pour la nature avec un grand N en tant que telle. La nature, elle est extrêmement cruelle et je l'aime pas spécialement, en fait. Voilà, pour dire les choses clairement. D'ailleurs, Alors, toute la Olivier technologie Babot, est là pour aller contre. Olivier, on a évoqué beaucoup de sujets. J'ai envie de vous demander, dans la logique prospective, est-ce que vous pourriez nous citer quelques personnalités ou des entreprises qui pour vous, font changer le monde et dans quelle mesure? Bah, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que ça fait très longtemps que les politiques n'ont plus de vision ou de capacité à changer le monde. Elles jouent plutôt, les États jouent plutôt le rôle de voiture-balai de la mondialisation hier et puis aujourd'hui des révolutions technologiques. Hein. On essaye de colmater, on crée des discours légitimement, mais après coup. En fait, le monde s'invente depuis au moins 20 ans ailleurs. Il s'invente dans ces grandes entreprises pour le meilleur, parfois pour le pire. Hein. Donc, Elon Musk fait objectivement partie des gens qui ont aujourd'hui une vision. Et puis, c'est vrai que aujourd'hui encore, hein, les Alphabet, Meta font partie de ces entreprises-là, et puis d'autres, qu'on le veuille ou non, OpenAI aujourd'hui, avec Sam Altman, ont des visions. Hein. C'est ces gens, non seulement dont la vision est objectivement très, très puissante, mais qui en plus ont les moyens de la mettre en œuvre. Ça fait quand même une. C'est pour ça que c'est les deux raisons pour lesquelles il faut mieux les écouter, parce que les élucubrations de ces gens ne sont pas des élucubrations de mecs seuls au bar. C'est-à-dire qu'ils ont derrière eux plusieurs dizaines, centaines de milliards de possibilités d'investissement, de gens qui travaillent pour les mettre en œuvre. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ce qui se raconte. On peut être parfois d'accord, parfois inquiet, mais voilà, c'est ces gens-là qui ont une sorte c'est les formes de prophètes des temps modernes. Le prophète, c'est celui qui dit les choses avant, un prophémie. Hein. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils nous préviennent un petit peu de ce qu'est leur plan à terme. Quoi, voilà. Et alors, dernière question, peut-être face aux tsunamis technologiques qu'on a évoqués, hein, qui s'alimentent, les technos qui s'alimentent les unes les autres et qui vont de plus en plus vite, hein, comme vous l'avez très justement dit. Quel conseil vous pourriez donner, alors pas forcément aux jeunes, mais quel conseil vous pourriez donner sur comment appréhender le monde qui vient? Ne pas déprimer, ça sert à rien. Si on doit tous mourir, ça y arrivera de toute façon. En revanche, donc c'est un peu l'idée du pari de Pascal, c'est un peu la même logique. On a intérêt, quoi qu'il arrive, à être plutôt content, c'est-à-dire à être optimiste. Et puis moi, je crois qu'il y a des vraies raisons. Deux, ne pas se voiler la face non plus, c'est-à-dire se renseigner, s'intéresser. Plus tôt vous voyez arriver la vague, plus tôt vous savez s'il faut monter sur l'immeuble. Vous pouvez peut-être courir en avance pour essayer d'éviter de passer complètement dessous. Et puis voir le plus tôt possible pour vous adapter dans la vie aux changements qui peuvent être assez brutaux. Voilà. Et puis vous pouvez participer au débat public nécessaire, à l'espèce de grande conversation qu'on doit tous avoir dans l'humanité autour de ces changements, de ces bouleversements qui sont absolument énormes. On a commencé par là, donc finissons par là. On vit l'époque la plus incroyable de l'histoire de l'humanité. Il n'y a absolument rien qui puisse se comparer à ce qu'on est en train de vivre en termes de rythme, en termes de profondeur, en termes d'ouverture. Je veux dire, même l'imprimerie naturellement, l'écriture, l'invention du langage, ça s'est fait, c'est extraordinaire, mais ça a été extrêmement lent. Et nous, on voit ça en quelques années, peut-être même en quelques mois. Et donc, c'est extraordinaire. Sortons les pop-corn, admirons, intéressons-nous et participons à cette aventure ensemble. Et on verra bien où ça nous mène.
Eh ben, merci pour toutes ces réflexions et à bientôt, Olivier Babot. Au revoir. Merci, au revoir.